Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le manuel de l'innovation. Oubliez le simple buzzword, on parle ici d'un vrai plan d'action, d'une stratégie pour transformer une idée en quelque chose qui peut changer la donne. Allez, c'est parti. La question à 1 milliard, la voici. Qu'est-ce qui fait la différence, au fond, entre une simple bonne idée et une innovation qui redéfinit complètement un marché? Eh bien, la réponse se trouve dans la méthode, dans un plan bien précis. Et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, pour commencer, mettons-nous d'accord sur ce qu'on entend par innovation. La définition de référence, celle du manuel d'Oslo, est très claire là-dessus. L'innovation, c'est un produit, un service ou un processus, qu'il soit nouveau ou amélioré, qui est effectivement lancé sur le marché ou mis en place dans une organisation. Le mot-clé ici, c'est « effectivement ». En gros, l'idée ne suffit pas. Ce qui compte, c'est l'exécution. Pour que ce soit un peu plus concret, prenons quelques exemples dans la logistique. Pensez aux capteurs qui nous permettent de suivre un colis en temps réel, ou bien aux armées de robots qui s'activent dans les entrepôts géants d'Amazon. Et que dire des plateformes comme Uber Freight? Elles sont en train de complètement réinventer le transport de marchandises. Ça, c'est de l'innovation bien concrète qu'on peut voir et toucher. D'accord, mais d'où vient cette force de changement perpétuel? Quel est le moteur derrière tout ça? Eh bien, c'est un concept économique super puissant, un peu paradoxal même, qui nous vient d'un certain Joseph Schumpeter. Il appelait ça la destruction créatrice. Ce que Schumpeter nous dit, c'est que l'économie n'est pas un long fleuve tranquille. Non, elle se transforme de l'intérieur en permanence. Chaque grande innovation vient en fait détruire une partie de l'ancienne économie pour en construire une nouvelle. L'exemple parfait, c'est l'e-commerce. Ça a complètement chamboulé le commerce traditionnel, c'est vrai. Mais en même temps, ça a créé de toutes pièces un nouveau monde. Celui de la logistique du dernier kilomètre, des paiements en ligne, une destruction suivie d'une création. Et ce qui est fascinant, c'est que ce moteur a lui aussi changé de visage avec le temps. Au début, pour Schumpeter, l'innovation, c'était l'affaire de l'entrepreneur. Vous savez, le génie un peu solitaire qui prend des risques fous. Mais quelques décennies plus tard, il a dû revoir sa copie. L'innovation était devenue le domaine des grandes boîtes, avec leurs énormes labos de R&D. On est passé de l'étincelle du génie à une machine bien huilée, beaucoup plus planifiée. Bon, on a vu le pourquoi de l'innovation. Maintenant, passons au quoi. Comment ça se manifeste concrètement? En fait, il y a une sorte de carte pour s'y retrouver, une grille de lecture qui permet de classer les différents types d'innovation. Et voilà cette fameuse carte. C'est un outil vraiment puissant. Imaginez 2 questions toutes simples. Première question, est-ce qu'on utilise une technologie qui existe déjà ou une toute nouvelle? Deuxième question, est-ce qu'on s'appuie sur un business model classique ou est-ce qu'on en invente un nouveau? En croisant les réponses, on obtient 4 grandes familles. L'incrémental, la perturbation, la radicale et le Graal, l'innovation de rupture. Allez, un exemple pour que ce soit limpide. Prenons l'innovation de perturbation. Pensez au quick commerce, les Gorillas, Flink et compagnie. Technologiquement, ils n'ont rien inventé de fou, hein. Le vélo, l'appli mobile, le petit entrepôt, tout ça existait déjà. Leur génie, ça a été de combiner tout ça dans un nouveau business model, la promesse de vous livrer en 15 minutes chrono. Et là, bam, ils ont complètement changé les règles du jeu. Et maintenant, le niveau au-dessus, l'innovation de rupture. L'exemple parfait, c'est Amazon Prime. Là, on coche les 2 cases. D'un côté, une nouvelle technologie, toute leur logistique est dopée à l'intelligence artificielle et à la data, et de l'autre, un nouveau business model, l'abonnement pour une livraison ultra rapide. La combinaison des deux a été explosive. Ça a juste redéfini les standards pour tout le monde. Ok, donc on sait maintenant reconnaître les différents types d'innovation. C'est un bon début. Mais la vraie question, c'est comment on s'en sert? Comment une entreprise transforme ça en une arme stratégique pour gagner sur son marché? En fait, un choix crucial se présente toujours. Est-ce qu'on fonce tête baissée pour être le premier, le pionnier, ou est-ce qu'on joue la carte du suiveur malin? Le pionnier, c'est celui qui défriche. Il prend tous les risques, il investit des sommes folles, mais s'il réussit, jackpot. Il peut se retrouver seul sur le marché pendant un temps. Le suiveur, lui, est plus prudent. Il laisse le pionnier se prendre les murs, il apprend de ses erreurs, et il arrive après, souvent avec un produit meilleur et moins cher. C'est le grand dilemme, le risque maximum contre la récompense maximale. Bon, maintenant, rentrons dans la salle des machines. Comment on fait concrètement pour organiser tout ça? Comment une entreprise devient-elle une véritable usine à innover, capable de transformer systématiquement des idées en projets qui marchent? Regardez ce chiffre, il fait un peu froid dans le dos. 10%. C'est tout. C'est le petit pourcentage d'idées qui arrivent à passer toutes les étapes et à voir le jour dans une entreprise. C'est très peu. Alors forcément, face à ça, il a bien fallu mettre en place un système pour trier, pour filtrer et pour ne pas jeter l'argent par les fenêtres.
Et ce système, on l'appelle l'entonnoir de l'innovation. L'image est facile à comprendre. Au début, en haut de l'entonnoir, on met plein d'idées, un maximum. Et puis, à chaque étape, on resserre, on filtre, on élimine. On ne garde que les meilleurs pour qu'à la fin, il ne reste que les quelques pépites qui méritent vraiment d'être lancées. C'est une manière intelligente de concentrer ses efforts là où ça vaut le coup. Pour mettre de l'ordre dans cet entonnoir, il y a un outil très connu, le modèle StageGate. Imaginez un parcours avec plusieurs étapes, les stages. Entre chaque étape, il y a une porte, un gate. Et à chaque porte, un comité prend une décision très simple. C'est go, le projet continue et on réinvestit dessus, ou c'est kill, on arrête tout de suite. C'est une façon très disciplinée de maîtriser les risques. Maintenant, on arrive au vrai nœud du problème, au défi ultime de l'innovation. Au fond, chaque entreprise est tiraillée en permanence par une tension interne, un conflit entre deux logiques complètement opposées. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'exploitation. C'est le business de tous les jours. L'objectif, c'est d'être efficace, de faire tourner la machine, d'optimiser ce qu'on sait déjà faire. C'est le monde du contrôle. De l'autre côté, on a l'exploration. Là, c'est l'inverse. Le but, c'est de chercher, de tester, de se tromper, de prendre des risques pour trouver les idées de demain. C'est le monde de l'incertitude. Et le vrai problème, c'est que ces deux mondes ne parlent pas la même langue. Alors, comment on résout ce casse-tête? La réponse, c'est le concept d'organisation ambidextre. C'est comme une personne qui saurait écrire parfaitement de la main droite et de la main gauche. C'est une entreprise qui arrive à faire cohabiter ces deux mondes. Elle est capable à la fois de gérer son business actuel de manière super efficace et de préparer activement le futur en explorant de nouvelles pistes. C'est ça, la clé d'un moteur d'innovation qui dure dans le temps. Et on va finir là-dessus, avec une question qui est, je pense, essentielle. Une organisation, quelle qu'elle soit, est-elle avant tout construite pour explorer de nouveaux territoires, ou alors est-elle surtout conçue pour perfectionner l'exploitation de ce qui est déjà connu? La réponse à cette question, ce n'est pas juste un exercice de style. Elle détermine la capacité à innover et donc au final, la capacité à survivre.